Bienvenue dans peut-être l'épisode le plus intime, le plus risqué et le plus déroutant de toute l'aventure des apocadrilles. Ce n'est pas un exposé théorique ni une digression historique, c'est un saut, un vrai, celui dans un état de conscience modifié. Ce que j'ai vécu, je croyais que c'était unique. Et pourtant, c'est dans cette illusion d'unicité que j'ai touché l'expérience la plus partagée par ceux qui ont osé ce voyage. Ayahuasca, DMT, psilocybine, ce que j'avais lu chez Carlos Castaneda, Jérémy Narby ou Terence McKenna s'est inscrit non plus dans ma tête, mais dans mon être, dans mon cœur. Alors oui, je vais peut-être perdre des gens ici, mais si vous me suivez, acceptez ce vol dans l'espace intérieur, guidé par un astronaute un peu baroque, un peu borderline. Ce n'est ni une révélation, ni une vérité, juste un partage sincère. C'est donc à vous de voir si c'est une dérive ou une lucidité. Pour ceux qui me connaissent, je vais me répéter, mais pour ceux qui me découvrent, sachez que je suis d'abord un illustrateur, artiste passionné par l'architecture, et à une époque, j'ai eu effectivement un joli petit revival fongique, psychédélico machin, mais totalement neutre, sans évidemment l'aide d'aucune substance. J'étais jeune et j'avais juste envie de dessiner des trucs un peu barjots. Et les structures en basidiomycète et autres bizarreries du mycélium me passionnaient. Mais sinon, je suis aussi un artiste martial. Enfin, j'ai passé plus de 30 ans à, on peut dire, modeler mon corps, peut-être un petit peu aussi mon esprit, par les arts martiaux. Le workout, bien sûr, le primal movement, la calisthénie, le breakdance, bref, à toutes sortes de singeries dignes de mon surnom, Mandrill. Mon corps, lui, connaît la rigueur. Cette orthopraxie, cette pratique acharnée, quotidienne, m'a toujours tenu éloigné de l'hédonisme des drogues et des paradis artificiels. Je n'ai jamais cru à l'ivresse comme échappatoire. Mais ce dont je parle ici n'est pas une fuite, ni un petit trip pour s'amuser. Ce n'est pas une dérive New Age, ni une posture mystique de salon. Ce que je raconte ici, c'est un travail, un outil, une porte vers des états de conscience plus profonds. C'est un témoignage. Des mots qui peuvent recalibrer notre manière de percevoir et de comprendre, en tout cas tenter de donner des clés. Car si ça a marché sur moi, il n'y a pas de raison que ce témoignage ne fasse pas écho à ce que tu as déjà en toi, ou peut-être même déjà vécu. C'est donc à ce titre que je vous parle de l'ayahuasca, du DMT et de la psilocybine. Mais pas comme des drogues, mais comme des plantes maîtresses, des êtres de savoir, des clés pour comprendre que nous sommes les yeux du cerveau cosmique. Moins il y a d'ego, plus il y a de conscience. Cette phrase souvent citée, mais rarement comprise dans sa plénitude, ne relève ni de la morale ni de la poésie. Elle désigne un basculement, une bascule que le langage peine à saisir, mais que l'expérience psychédélique rend tangible. Quand l'ego se dissout, non pas dans un abandon, mais dans une désactivation neurologique mesurable. Ce n'est pas le néant qui surgit, c'est l'infini. Sous ayahuasca, sous psilocybine, ou dans certains états méditatifs profonds, le moi se délite. Il n'y a plus le je à défendre, à construire, à justifier. La voix intérieure, ce flux mental qui commente tout, s'éteint. Et ce silence n'est pas un vide, c'est un océan. Alors je développerai plus en détail ce concept de sentiment océanique. En tout cas, bien sûr, il y a d'autres formes, d'autres noms, mais de ce que j'ai pu, moi, investiguer dans la littérature, c'est sous cette forme-là que je l'ai trouvé le plus pertinent. L'empreinte de Dieu, fractale, conscience et mycélium cosmique. Et si on n'avait pas du tout compris la phrase dans la Genèse qui dit que l'homme est fait à l'image de Dieu? Mais quelle est cette image? Un visage, une forme, une idée figée? Ou bien plus subtilement, un processus, un motif vivant, un langage dans la forme inscrit partout, du battement d'ailes
aux filaments galactiques, du végétal, du minéral. Du réseau de racines à l'arbre de nos pensées. Regardez un air, un vaisseau, une chaîne d'ADN. Regardez un éclair, un fleuve, une vallée de montagnes vue d'avion. Regardez les galaxies, les coraux, les synapses, les champignons. À chaque fois, ce sont les mêmes motifs qui se rejouent. Ramification, spiralité, entrelacs, bifurcation. Ce sont des fractales vivants, des empreintes, non pas gravées sur la matière, mais tissées dans la structure même du réel. Et si l'empreinte de Dieu n'était pas réduite à une sorte de statue de l'homme à l'image de Dieu, mais à une idée, à un pattern cosmique, une géométrie sacrée qui se répète à toutes les échelles du vivant et du non-vivant. Et si Dieu, ou ce que nous appelons ainsi, n'était pas l'extérieur de la création, mais immanent dans chaque forme, chaque relation, chaque vibration. Si nous sommes à l'image de Dieu, nous sommes réseau, nous sommes ramification, nous sommes fractal. Donc Dieu est fractal. L'univers ne parle pas en mots, il parle en forme. Cette idée n'est pas nouvelle. Dans la Genèse, l'homme est dit créé à l'image de Dieu. Mais cette image, pour Augustin ou Maître Eckhart, n'est pas physique. Elle réside dans l'âme, dans sa capacité à réfléchir, à aimer, à se souvenir de l'origine. C'est une trinité intérieure, une résonance de l'unité. Dans le néoplatonisme, le monde est une émanation de l'un. U majuscule, tout ce qui porte la trace de ce qu'il a engendré. Le visible est le reflet du spirituel, le multiple, la diffraction de l'un. Dans la Kabbale, ce sont les étincelles de lumière divine tombées dans la matière. Dans le soufisme, chaque être est un miroir dans lequel Dieu contemple une de ses possibilités. Mais cette empreinte n'est pas statique, elle est dynamique, évolutive, relationnelle. C'est une danse de formes, une pulsation de motifs, un tissu d'intelligence distribué à l'image d'un réseau mycélien ou d'un cerveau cosmique. Nous ne sommes pas séparés du tout, nous sommes la conscience locale d'un réseau global. Et à l'image du champignon, nous sommes peut-être seulement la fructification visible d'un mycélium invisible. Je te parle de ton ego comme fructification visible. Notre existence individuelle, notre ego, notre identité, tout cela pourrait n'être que le fruit éphémère d'une matrice infiniment plus vaste. Le peuple amazonien l'ont perçu depuis longtemps, et sous l'effet de l'ayahuasca, du tabac et des chants Icarus, ils entrent en contact avec les trames sous-jacentes du monde. Ils ne voient pas des visions, ils lisent des motifs, ils voyagent dans les nœuds du réel, dans les circuits de l'être. C'est cette géométrie vibrante, cet inconscient de l'univers que Jérémie Narby évoque dans Le serpent de l'ADN, que Terence McKenna nomme logos visible ou que Carl Jung pressent dans les archétypes et les synchronicités. Ce ne sont pas des fantaisies, ce sont des intuitions profondes d'une structure fractale de la conscience, présente dans les racines, les rêves, les galaxies. Nous ne sommes pas séparés du cosmos, nous sommes sa mise en forme consciente, localisée, organique. Nous sommes la bouche du rêve universel qui s'exprime par nos visions, nos angoisses, nos désirs d'éternité. L'univers ne pense pas comme nous, mais il pense en nous, par nous et au-delà de nous. Il ne parle pas avec des mots, mais avec des fleurs, des spirales, des étoiles, des réseaux. Son empreinte n'est pas un dogme, c'est une dynamique, une résonance entre le haut et le bas, entre le visible et l'invisible. Ce que les alchimistes nommaient le lien entre le microcosme et le macrocosme. Les anciens l'avaient compris dans le rite, dans le mythe, dans le chant. Nous, modernes, l'avons peut-être perdu, enfui sous le langage,
la mesure, l'angoisse du futur, la nostalgie du passé. Mais il suffit d'un regard, sur une feuille, sur un éclair, sur une étoile, pour que le motif ressurgisse. C'est dans ce motif, une mémoire s'éveille. Non pas celle d'un passé historique, mais celle d'un présent éternel, d'une intelligence diffuse qui se répète dans le vivant comme une sorte de chant silencieux. Quand je vous ai dit que ce silence n'est pas un vide, c'est un océan. L'empreinte de Dieu, fractale, conscience et mycélium cosmique. L'empreinte de Dieu, fractale, conscience et mycélium cosmique. Alors, il est évident que je tente, que j'essaye, avec les outils 3D et de montage où je vais piocher avec plein de choses qui ont été déjà faites, cette esthétique du cerveau-monde, du cerveau reliant l'univers. Alors il est temps maintenant de vous parler de ce sentiment océanique, cet état de perception élargi, dilué, fusionnel, là où les frontières entre le corps et le monde, entre le dedans et le dehors, entre l'observateur et le vu, se confondent dans une seule et même onde vibratoire. Alors laissez-moi vous faire la genèse de ce concept. Alors je ne sais pas si vous connaissez Romain Rolland, mais c'est dans une correspondance à Freud, alors ça vous le connaissez, et vous savez aussi que c'est pas vraiment ma tasse de thé sur ma chaîne, mais voilà, Romain Rolland écrit donc à Freud pour lui parler de ce sentiment océanique. En fait, dans cette lettre, il parle d'un noyau commun entre toutes les expériences religieuses profondes. Un sentiment d'unité mystique, d'appartenance totale à l'univers, sans dogme, sans image, sans religion. Enfin, sans image, c'est un peu compliqué, car il y a du fractal, il y a de la géométrie, mais c'est difficilement représentable. Alors bien sûr, je vais vous bombarder d'images 3D, et bien sûr, il y a nos vitraux gothiques, et même nos amis musulmans qui ont pu, paradoxalement, alors qu'ils interdisent l'image, faire sens à certains échos à cette géométrie sacrée. Mais j'y reviendrai. Alors certains l'ont déjà identifié, je ne suis pas spécialement un grand fan de Freud. Mais dans L'avenir d'une illusion, 1927, il interpréta ce sentiment comme une réminiscence archaïque. Et lui, bien sûr, il y voit un vestige du narcissisme primaire, lorsque le nourrisson ne se percevait pas encore séparé du monde. Oui, effectivement, les bébés avant 8 mois, vous connaissez la théorie, ils ont l'impression que tout est eux. Mais Rolland insistait, ce n'est pas un souvenir, c'est une expérience vivante,
possible ici et maintenant. Aujourd'hui, les neurosciences valident ce que les mystiques savaient depuis toujours. Lors de ce type d'expérience, le Default Mode Network, DMN, ce réseau cérébral qui produit la conscience de soi, la narration intérieure, le sentiment d'intensité, le sentiment d'identité stable, comme je vous l'ai dit, s'éteint. Et quand ce système s'efface, le sentiment d'être un moi séparé s'évanouit à son tour. On ne fait plus l'expérience du monde, on fait l'expérience d'être le monde. Et plus rien d'autre. Et ta petite vie en comparaison, c'est rien. Ta gueule, c'est rien. Et ça m'a fait penser à tout ce que j'ai pu étudier dans les traditions spirituelles, où chacune ont leur mot pour cela. Samadhi dans le yoga, Satori dans le zen, l'Unio Mystica chez les chrétiens, le Tawhid dans le soufisme, Fana pour les mystiques persans, et ainsi de suite. Je pourrais bien évidemment continuer cette liste, mais toutes convergent vers un état de conscience non duel. Je n'étais plus une personne, j'étais l'air, la lumière, l'espace entre les feuilles, il n'y avait plus de je, seulement l'être. Alors, ce que l'on appelle sentiment océanique, ce n'est pas une émotion, ni un concept. C'est une métamorphose de la perception. L'eau est une métaphore trop faible, ce n'est pas un bain, c'est une fusion. Ce n'est pas une traversée, c'est la révélation qu'il n'y a jamais eu de rive. On se découvre non pas comme un individu parmi d'autres, mais comme une expression temporaire du tout. Tout ce que je viens de vous raconter, ces visions sublimes, ces ouvertures de conscience, c'est quand tout se passe bien. Et autant être clair tout de suite, c'est loin d'être garanti. Là les amis, on rentre dans le dur. Et je vous promets, je rigole pas là. On n'est plus dans la vidéo YouTube contemplative, sympa. Non. Là, je vous parle vraiment en quatre yeux si vous étiez devant moi. Il y a un concept fondamental dans le monde des psychédéliques, venu de l'anglais, set and setting, c'est-à-dire l'état d'esprit dans lequel on part et le contexte dans lequel on le fait. Et je ne parle pas juste de mood ou de playlist Spotify, je te parle de ton état mental, ton intention profonde et du cadre physique, énergétique et symbolique dans lequel l'expérience a lieu. Et même en respectant tout ça, diète, silence, ancrage, bienveillance, il peut y avoir des accidents, pas forcément au sens médical, mais des moments où la plante, ou la molécule, ne t'envoie pas une caresse d'amour, mais une grosse claque cosmique. La Pachamama, c'est une maman, c'est la mère des mères. Et comme avec un enfant un peu turbulent, elle peut méchamment fesser pour faire comprendre des informations, pour t'éduquer. Par amour, elle t'aime, elle veut vraiment que tu avances. Et pour que tu avances des fois, il n'y a pas moyen. C'est la grosse déculottée. C'est pas une punition, mais c'est un enseignement brutal. Et comme une mère qui t'aime tellement qu'elle te remet d'équerre. La Pachamama ne joue pas toujours la carte de la douceur. Et quand elle décide de te déchirer les voiles un à un, ça peut faire très mal. Alors les vrais risques. Ensuite, il faut être clair sur les risques psychologiques. Certaines personnes ont des prédispositions à la schizophrénie, aux troubles bipolaires, à des formes d'angoisse ou de dissociation psychotique latente. Et là, ce n'est plus un outil d'éveil, c'est une ouverture violente dans une boîte de Pandore. Le psychédélisme n'est pas un jeu, et il ne remplacera peut-être jamais un vrai accompagnement thérapeutique pour ceux qui en ont besoin. Bon là je te parle de l'occidental métropolitain, coincé dans sa sinistre vie d'homo urbanus, qui chercherait sincèrement de s'en sortir. Moi je vous le dis avec gratitude, j'ai découvert un outil miraculeux, qui pour moi vaut toutes les séances d'analyse occidentale réunies, toutes les maïeutiques, toutes les
les psychanalyses et toutes les anamnèses. Mais c'est un outil, et comme tout outil puissant, c'est un pharmacone, comme le disait Bernard Stiegler. Autrement dit, à la fois un remède et peut-être aussi un poison. Vision, hallucination. Il y a une énorme différence entre une hallucination qui t'agite sans te guider et une vision qui t'enseigne. Ce ne sont pas des outils hallucinatoires, ce sont des outils visionnaires. Et le travail d'introspection, de silence intérieur, de préparation fait toute la différence. Tu veux juste triper, mais je te garantis que la plante, un jour ou l'autre, va te faire comprendre que c'est pas pour ça qu'elle est là. Le DMT n'est pas un plaisir récréatif. C'est pas un jeu de lumière psychédélique pour soirée techno. C'est un portail. Et les portails, on ne les traverse pas n'importe comment. Pour moi, ce n'est pas une finalisation, mais plutôt un commencement. J'ai 43 ans et j'ai exploré, j'ai tenté, j'ai réparé ce que je pouvais. Et aujourd'hui, je vis ces expériences non pas comme une fuite, mais comme une finalisation. Un dernier recours pour ouvrir un vrai commencement. Pas pour entrer dans une nouvelle croyance, ni me convertir à une secte à la New Age, mais pour voir enfin le chemin, là où tous les mots avaient échoué. Je sais ce qu'on va dire de moi. Je vous connais, hein. J'ai déjà été traité de fasciste par des gens qui ne savent pas lire. Maintenant, je vais être traité de drogué. Peut-être demain, ce sera gourou. Mais je vends rien. Je vous raconte. Et je vous préviens. Parce que même ici, dans une petite niche mystico-pérennialiste, entre guénoniens, païens et catho-tradis, je suis en train de déranger le confort idéologique. Et je l'assume. Je plonge dans une autre niche, celle du psychédélisme. Mais pas dans une version carte postale kaléidoscopique, YouTube compatible. Le contexte, c'est la nature, pas un hôtel. Enfin, soyons clairs. Si vous prenez des psychédéliques dans un hôtel, une chambre d'amis ou pire, dans une rave party, vous ouvrez une porte. Et pas qu'une. Une porte pour que les entités rentrent, et pas forcément les plus lumineuses. Mais ça, c'est un autre chapitre, le chapitre des entités du DMT, et là, vous allez voir, c'est pas du folklore. Les expériences psychédéliques peuvent se lire comme des cartes triangulaires. Et voici 4 modèles récurrents. Le triangle de la conscience psychédélique. Perception augmentée, vision, synesthésie, motif géométrique, émotion intense, extase, amour, terreur, catharsis. Révélation cognitive ou spirituelle, insight, sentiment d'unité, deuil, renaissance. Le triangle 7, setting, substance. L'intention personnelle, 7. L'environnement de l'expérience, setting. La molécule ingérée et son dosage, substance. Le triangle esprit, cerveau, monde. Le trip déplace les équilibres, le cerveau devient monde, le monde devient esprit. Le triangle vision, entité, dissolution de l'ego. Il y a la vision, géométrie sacrée, hallucination visuelle, entité, être non humain ou archétypaux, ego, dissolution, disparition de l'identité individuelle. Ces modèles permettent de situer l'expérience non comme dans un délire subjectif, mais comme une interaction entre des structures internes, écosystèmes chimiques et archétypes de l'inconscient collectif. Jérémy Narby, dans Le Serpent Cosmique, découvre que les chamans voient en vision sous l'ayahuasca des motifs spiralés, qu'il identifie aux lianes, mais qui ressemblent à s'y méprendre à l'ADN. On n'est plus dans le symbolique. On est dans une épistémologie visionnaire où la nature se penche elle-même à travers l'humain, à travers l'intelligence moléculaire de l'univers.
Dans un autre ouvrage, L'intelligence de la nature, on découvre un autre concept qui, dans la pensée japonaise, Chisei, ne désigne pas seulement la capacité rationnelle de résoudre un problème, c'est une intelligence immanente, une sagesse des formes naturelles. Oui, les Japonais, face au mot intelligence, utilisent ce mot, c'est-à-dire la capacité à résoudre des problèmes, Chisei. Et vous allez le voir, c'est intéressant, qu'il n'y a pas forcément besoin d'un cerveau pour faire cela. Et c'est par le biologiste Toshiyuki Nakagaki qui a mené cette série d'expériences fascinantes sur une étrange créature, Physarum polycephalum, surnommé le blob. On a tous vu des reportages ou des trucs circuler sur les réseaux il y a quelques années, c'était presque le buzz mycologique. Et oui, c'est un organisme unicellulaire géant, ni animal, ni plante, ni champignon à proprement parler, mais capable de se déplacer, de s'adapter et de résoudre des problèmes complexes sans le moindre neurone. Dans cette expérience la plus célèbre, Nakagaki place de la nourriture à différents points représentant des stations autour de Tokyo et laisse le blob explorer. En quelques heures, il trace un réseau optimal de connexion très proche du réseau ferroviaire réel, conçu par des ingénieurs humains après des années de planification. Ce que Nakagaki prouve, c'est qu'une forme de prise de décision efficace peut émerger sans cerveau, sans langage, sans pensée consciente. Le blob apprend, mémorise et ajuste ses trajectoires. Il évite les impasses, anticipe les raccourcis. C'est une intelligence distribuée, organique, tactile, qui fonctionne par interaction avec l'environnement. L'idée du bouquin de Jeremy Narby est de parler de la problématique du concept de l'intelligence. Et du coup, les Japonais ont ce terme, Chisei. Et la tradition, justement, japonaise, via le Chisei, qui nous parle donc de cette intelligence sans ego, ce savoir sans sujet, une forme de connaissance silencieuse qu'on retrouve aussi bien dans un arbre que dans une rivière, un organe, un chant d'oiseau ou un motif fractal. Tu le sens, l'arrière-fond shintoïste que les biologistes occidentaux, encrassés par leur arrière-fond abrahamique et hiérarchique du vivant, ne pouvaient pas avoir. Le concept du Chisei ne pouvait venir que du Japon par définition. Ainsi, ce que nous appelons conscience pourrait être le fruit d'une organisation complexe de la matière vivante, pas seulement neuronale. La vision chamanique, la géométrie entoptique des psychédéliques, les motifs hallucinés sous DMT ou psilocybine seraient alors des interfaces des langages à travers lesquels cette intelligence diffuse se donne à voir. Et là, il y a des liens avec la paléontologie extraordinaires. Ce sera certainement un prochain Apocadrille. Voir n'est plus regarder. Voir devient recevoir une forme que l'univers envoie comme un message, un glyphe vivant, un mandala temporaire, un organe de vision hors du corps. Chisei est assez neutre, alors que ce que les chamans appellent l'esprit des plantes est beaucoup plus intense. J'appellerais ça, quant à moi, les architectes organiques et visionnaires du sacré, le logos de la nature. Et maintenant, un gros chapitre, bien casse-gueule, est celui des entités. Oui, ces êtres que l'on rencontre dans ces états de conscience modifiés, spécialement sous DMT. Bon les amis, on y est. C'est le moment où je commence à perdre définitivement les matérialistes, s'il en restait encore après une demi-heure de vidéo. Donc là, on est entre nous, les mystiques, les chamans de salon, les gnostiques du dimanche, les païens lunaires et les chrétiens de l'Apocalypse. Bienvenue dans le chapitre des entités. Ouais, les entités. Celles qu'on voit sous DMT, ayahuasca et sous certains dosages de psilocybine. Celles qui parlent sans mots, celles qui dansent en fractal, celles qui t'enseignent et parfois te jugent. Mais avant de sombrer dans l'ésotérisme total, laissez-moi poser ça proprement. Ce que je vais vous présenter maintenant, c'est ma lecture. Pas la vérité avec un grand V, mais une hypothèse sérieuse.
Sérieuse dans le sens où discuter avec 2-3 théologiens, 2-3 anthropologues et même un mec très rationnel qui a fini par me dire «Ouais, Mandrill, là tu tiens un truc». Donc je me permets de le dire, de le partager, non comme une vérité révélée, mais comme une passerelle entre des visions très anciennes, celles des mystères d'Éleusis, et nos états modifiés de conscience d'aujourd'hui. Ce que Terence McKenna appelait les machines elfes, ce que Annick de Souzenel relie au règne minéral et végétal, ce que moi j'essaie d'unifier dans une petite théorie perso entre art, géométrie, spiritualité et plantes maîtresses. Et ben voilà, on va essayer de tenir ensemble l'invisible et la matière, le logos et la sève, la vision et l'incarnation. C'est risqué, oui, c'est flou, un peu, c'est beau, j'espère. Allez, on y va, les entités. Alors, il y a d'abord l'hypothèse matérialiste, l'hallucination. Selon cette perspective dominante dans les neurosciences, les entités ne sont rien d'autre que des artefacts neuronaux. La DMT provoque un afflux chaotique d'activité cérébrale dans les circuits de la perception et de l'émotion. Le cerveau en quête de sens organise ses signaux en forme, en visage, en intention. Ce ne sont que des rêves éveillés, des illusions dopées à la chimie. Il y a bien sûr l'hypothèse jungienne, l'inconscient collectif. Ici, les entités sont des archétypes universels, surgissant du grand réservoir mythique de l'espèce humaine. Elles sont à la fois plus que personnelles et moins que réelles, c'est-à-dire des structures de sens incarnées, des fragments psychiques autonomisés, des visages donnés à nos peurs, nos blessures, nos potentialités inexplorées. La DMT agit alors comme une clé qui déverrouille la crypte des symboles. L'hypothèse visionnaire, les intelligences non humaines. C'est la voix de Terence McKenna. Ici, les entités sont réelles, elles existent dans des dimensions hyper-technologiques, hyperdimensionnelles. McKenna les nommait avec un génie verbal unique les machines elves, les self-transforming elves machines, surgis du cosmos syntaxique, fait de lumière, de langage, de vitesse. Pour lui, la DMT n'était pas un rêve, c'était une entrée en contact avec une technologie d'origine inconnue, peut-être extraterrestre, peut-être divine, qui utilise les plantes comme une interface de communication. Bon, là je vous la fais courte, parce que McKenna, au-delà de ses envolées mythico-théoriques comme The Stone Ape Theory, vous savez, cette idée que les champignons auraient littéralement catalysé l'évolution des hominidés, il propose une autre piste, encore plus spéculative. Et si certaines molécules, comme la DMT, étaient des messages encodés, laissés par une intelligence non humaine, voire extraterrestre, dans les plantes et les champignons, en attendant d'être activés par des consciences prêtes à les recevoir. Oui, des balises biologiques transdimensionnelles. Genre, si tu manges ça, tu peux enfin me capter, voilà. C'est complètement capillotracté et j'ai plus de cheveux, donc j'ai le droit de le dire, borderline, délire New Age cosmique, mais justement, c'est fascinant, c'est intense, foisonnant, presque trop gros pour être intégré en une seule fois. Et c'est pour ça que, franchement, je ne vais pas ouvrir cette armoire magique aux 12 tiroirs dimensionnels, pas aujourd'hui. Parce qu'il faudrait un apocadrille entier. Et là, franchement, j'ai pas les épaules pour porter tout ce feu d'artifice théorique d'un coup. Les guénoniens vont hurler à la subversion spirituelle, les rationalistes vont appeler un psy. Mais moi je vous dis, ça mérite d'être entendu. Pas forcément cru ni rejeté, mais écoutez. Et pour le reste, faites vos propres explorations. J'aimerais proposer une quatrième voie. C'est l'angéologie minérale et végétale. Donc, les amis, si une autre lecture était possible, une lecture ni cérébrale, ni archétypale, ni alien, c'est là que ta vision personnelle se déploie. Un croisement singulier entre la mystique d'Annick de Souzenel et une certaine intuition que j'ai eue. En effet, pour Annick de Souzenel, le règne minéral est le lieu des anges, tout comme le végétal est celui des archanges. Ce qui paraît le plus bas dans l'organigramme de la vie, les pierres, les cristaux, les squelettes, en réalité, le plus stable, le plus silencieux, le plus aligné. Dans cette vision, le minéral n'est pas inerte, il est le siège d'une intelligence silencieuse, le support terrestre des intelligences séparées, que la mystique appelle ange,
Le végétal, lui, médiatise cette force, le met en mouvement, en croissance, en vibration. Et l'homme, entre ces deux règnes, devient l'interface de leur union. L'union du minéral, du végétal et de l'humain, dans une alchimie visionnaire. Je vous propose les bases. Le minéral immobile, silencieux, aligné est le siège des intelligences angéliques terrestres. Le végétal, quant à lui, porte le mouvement, le rythme, la croissance, la guérison. Il est le domaine des archanges, dans la symbolique de Nick de Souzenel. L'humain, entre les deux, est le seul capable de faire alliance, de tisser le pont, de devenir l'interface vivante. Les phénomènes entéogènes par le végétal ou le mycologique ne sont pas des substances, ce sont des êtres intelligents, ce sont des interfaces comme des traducteurs entre le visible et l'invisible. Leur ingestion n'est pas un acte chimique, mais un rite d'alliance. Et que fait la plante? Elle plonge ses racines dans le minéral et elle élève sa couronne vers la lumière. Elle relie la terre dense au ciel subtil. Elle est l'archange qui nous prend par la main pour nous conduire à l'ange. Quand l'humain ingère une plante maîtresse, il devient lui-même une tige, une vibration canal, il fusionne avec l'arbre cosmique. Et dans cet état, il peut rencontrer les entités qui ne sont plus des hallucinations ni de simples archétypes, mais des intelligences minérales, végétales ou mixtes, qui parlent le langage du symbole, de la géométrie, du chant, de la lumière. Ce que tu cherches là-haut, cherche-le en bas. Ce que tu crois sans matière, cherche-le dans la pierre. L'erreur moderne est de croire que le sacré est ailleurs, mais les anges sont dans la matière, et surtout dans le minéral, qui est la mémoire de l'univers, la musique figée du Verbe. Les états de conscience ne nous transportent pas ailleurs, ils relèvent ce qui est déjà là, dans la pierre, dans la sève, dans la lumière repliée au fond de nous. Elle ne crée pas une illusion, elle désenchevêtre l'illusion du monde banal. Et au final, les amis, il ne faut pas fuir vers le ciel, ni se perdre dans les rêves, mais habiter la terre comme un sanctuaire. Et vous savez, je suis qu'un modeste illustrateur, un ancien étudiant de philo qui a chauffé le banc entre deux séminaires sur l'iconographie médiévale, un animal bizarre, le mandrill, chaman de pacotille, mi-sportif, mi-alpiniste pèlerin. Mais aujourd'hui, je vous offre ce témoignage parce qu'il m'a transporté et que je crois encore que le symbole peut sauver ce qui reste à sauver. Merci de m'avoir suivi jusqu'ici. Mes chers amis de la mysticosphère, n'oubliez pas une chose, c'est de prier, non pas pour demander, mais pour remercier. C'était peut-être un peu long. Bon, en plus c'était gratuit, donc long et gratuit, comme toujours. Et si t'as vibré, appris, halluciné, ou tout ça à la fois, tu peux faire un petit geste à la lumière algorithmique, like, partage, commente, avec un mot ésotérique comme genre mandragore, prisme ou chaussette quantique. Non, je rigole. Nourris la bête, l'algorithme, même si moi, je vis surtout de silence et d'infusion aux herbes en ce moment. Et si tu veux pousser un peu plus loin ton soutien, y a Tipeee en description, c'est pas obligatoire, mais ça m'aide beaucoup pour la suite des apocadrilles. Sinon, transmets la vidéo, c'est le bouche à oreille cosmique qui fait avancer la barque. Merci d'être là. Et si jamais il y a aussi Discord, où on peut échanger beaucoup d'expériences, beaucoup d'amour, beaucoup de savoir, beaucoup de geekerie. Mais le mieux, c'est surtout d'éteindre ton ordinateur. Allez, sur ce, bisous.